Salut les fous d'échecs! Aujourd'hui, on parle de votre sujet préféré, les ouvertures de partie, avec une tier list spéciale pour les ouvertures de débutants. C'est parti! Alors c'est parti pour cette tier list d'ouverture spécifique pour les débutants. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai la tier list. Je vais faire une introduction très rapide. J'ai 5 ouvertures blancs, autant des ouvertures en D4, E4, 5 ouvertures noires, des réponses à D4 et des réponses à E4. Et j'ai mis 4 choix possibles, dans le fond, donc facile et fiable. Bon choix pour progresser. Bonne, mais demande un peu plus de théorie. Évidemment, avec des ouvertures, avec les échecs, il y a toute une notion théorique. Et certaines ouvertures qui sont complexes, voire risquées, donc notamment pour des joueurs un petit peu plus débutants, qui ne sont peut-être pas les mieux adaptés. Donc si on commence avec la première, qui est le Gambit Dame. Qu'est-ce que l'ouverture Gambit Dame? Je ne vais pas aller évidemment dans tous les détails théoriques ou quoi que ce soit. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. C'est plus de vous expliquer un peu quel est le principe derrière cette ouverture-là. Donc, comme vous pouvez voir, qu'est-ce qu'on fait avec le Gambit Dame? Ben, c'est qu'on offre un Gambit, donc c'est-à-dire on offre un pion ici en C4 à l'adversaire, si je peux dire, que s'il le prend, ben, ça lui fera un pion supplémentaire. Mais qu'est-ce que ça nous permet, nous? C'est qu'on échange un de nos pions latéraux de la colonne C avec un de leurs pions central de la colonne D. Donc, c'est de là que repose tout ce gambit. Pourquoi? Parce qu'après, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est, disons que notre adversaire va développer de manière très naturelle. On veut rapidement aller prendre le centre. Là, je ne dis pas que c'est nécessairement tous les coups qui sont théoriques comme ça, mais on veut rapidement, pour vous illustrer la chose, avoir un pion, en fait deux pions ici centraux, D et E, sachant que là, on vient en plus d'échanger un pion. Donc, on va avoir une majorité centrale, ce qui est un des objectifs avec le Gambit Dame. Et par la suite, ce pion-là peut être facilement récupéré. Là, j'ai mis mon cavalier ici en C3. Il peut également aller en D2 pour venir le récupérer. Sinon, comme vous pouvez voir, j'ai aussi mon fou qui peut venir le récupérer. Donc, quand même, quelque chose d'intéressant. Comme vous pouvez voir, il y a quand même de la théorie derrière, sachant qu'on commence avec un gambit en moins, donc avec un pion en moins, vu qu'on a fait un gambit. Donc, il faut quand même avoir le plan éventuellement de savoir comment s'organiser. Mais grosso modo, ça reste une ouverture qui est quand même relativement intéressante. Pardon. Donc, si je retourne au niveau du tier list, le gambit dame, je le mettrai en A. C'est un bon choix pour progresser. Si on continue avec l'italienne. Alors, l'italienne, quelle est l'ouverture italienne? Je vais vous montrer ça là directement. L'ouverture italienne, c'est une ouverture en E4. C'est-à-dire, on commence ici avec notre pion en E4. On va dire que notre adversaire nous répond en E5. On aura un cavalier qui va ici en F3. On a notre pion, on a notre adversaire qui nous répond ici. Et on a un fou qui vient directement dans cette case C4. Qu'est-ce qui est bien avec l'italienne? C'est que ça respecte, on va dire que, on continue ici, ça respecte les principes de base de l'ouverture très 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 rapidement. On a joué 4 coups et on a déjà 2 pièces mineures qui sont développées. On a un pion central, on a le roi qui est protégé. Donc ça, c'est extrêmement bien pour commencer la partie. Ce qui est plus compliqué au niveau de l'ouverture italienne, c'est la complexité du reste. Tout simplement, c'est-à-dire que ça peut être une ouverture qui peut devenir extrêmement complexe. Il y a beaucoup de théories derrière la poussée du pion ici. Là, ça serait par exemple à l'adversaire à jouer, on va dire qu'il va mettre son fou ici. Derrière la poussée du pion ici en C3, pourquoi? Pour préparer le pion en D4 avec évidemment plusieurs éléments théoriques derrière. Il y a eu plusieurs parties de Magnus Carlsen qui amenait son cavalier, donc son cavalier ici en B1, il l'amenait en G3 pour venir défendre et en même temps attaquer au niveau de l'aile roi. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une ouverture qui peut être simple au début, mais très compliquée si on ne sait pas ce qu'on fait. Moi, ce n'est pas une ouverture que je joue beaucoup, en toute franchise, mais je sais que pour l'avoir joué, j'ai eu des games mémorables et j'ai eu des parties où je me suis fait avoir très rapidement parce que justement, je ne savais pas ce que je faisais. Pour cela, je mets l'italienne en C. Complexe, voire risqué, parce que je pense que sur du long terme ou sur des plans plus long terme, ça peut être quelque chose de plus compliqué à comprendre. La troisième, la Jobava London. Jobava London, qui est mon ouverture favorite, en fait, qui est jouée par beaucoup de personnes, Alex Banzea, Daniel Naroditsky et tout ça. Donc, comment ça se joue? L'ouverture Jobava London. On a donc notre cavalier ici en C3 et on a notre fou en F4, comme le fou du système de Londres. C'est juste qu'au lieu d'avoir un pion ici en C3, c'est notre cavalier
Pourquoi? Parce qu'on met rapidement la pression sur ce pion ici en D5 notamment, et parce qu'il y a plein d'éléments à un niveau, je dirais, un petit peu plus stratégique que je trouve intéressant. Il y a pas mal de pièges aussi, et il y a pas mal d'éléments qu'on peut faire, que ce soit en roquant du côté roi ou en roquant du côté reine, quand on fait une poussée avec nos pions, par exemple. S'il y a une théorie qui veut que quand, par exemple, l'adversaire joue ici en F5, ben nous, le coup qui est recommandé, c'est le coup en F3. Pourquoi? C'est de préparer la poussée des pions. Comme ça, de préparer notre poussée des pions côté roi, justement, pour préparer, évidemment, ça irait avec un roc côté reine. Hein. Ici, évidemment, on veut mettre notre roi à l'abri de l'autre côté, mais mettre beaucoup de pression de ce côté-là pour un peu déstabiliser l'adversaire, qui, lui, va se retrouver à reculer ses pièces mineures, par exemple, ici, et de poursuivre l'attaque progressivement avec un roc. Donc, je trouve ça intéressant parce qu'il y a plein de théories derrière qui sont vraiment sympathiques, si je peux dire, à apprendre. Et moi, c'est une ouverture qui me plaît beaucoup. Donc, pour ce faire, la Job à London, je la mets en A, qui est un bon choix pour progresser. Je pense que ce n'est pas une ouverture qui est facile et fiable à 100%, ni qui demande évidemment de la théorie comme tout, mais je pense que pour progresser, c'est une ouverture qui peut être super intéressante. La catalane, qu'est-ce que la catalane? On repart en D4. Donc, la catalane, on a un pion en D4, ouverture. On y va comme le gambit dame avec un pion qu'on offre en C4, ça peut être accepté, refusé, peu importe, ce n'est pas le but là. On a notre cavalier qui vient ici en C6. Et qu'est-ce qu'on vient faire ici? Le pion en G3. Pourquoi? Pourquoi? Vous allez me dire, pour le fameux fou ici en G2 qui vient chercher toute la diagonale. Hop, là, le pion s'est attrapé. Hop. Donc, le pion ici en G2 qui vient chercher la diagonale. Donc, évidemment, c'est très conceptuel. En fait, c'est vraiment la base de l'ouverture catalane, ce fameux fou en G2. Qu'est-ce qui est compliqué, par contre, avec la catalane, c'est qu'on est vraiment sur une réflexion plus long terme, sur des plans qu'on veut mettre en place, un contrôle du centre, comment profiter de son fou en fianchetto ici, comment développer nos pièces afin d'avoir une agression constante, mais justement contrôlée et un peu plus de patience, si je peux dire. Ce qui est difficile, surtout au début, quand on débute aux échecs avec cette ouverture-là, c'est qu'on peut facilement ne pas savoir ce qu'on fait et se faire avoir. Si on se fait rapidement attaquer, par exemple, si on veut roquer notre roi, côté roi, justement, si on se fait rapidement attaquer, qu'est-ce qu'on fait ici, sachant qu'on a le fou? Il y a également le fait qu'on offre un pion en gambit. On perd du tempo ici en voulant mettre notre fou en G2. Donc, ce n'est pas une ouverture qui est nécessairement facile. Donc, pour la peine, je la mettrais en B ou en C. Dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires ou ce que vous en pensez. Mais j'irais peut-être en C, complexe voire risqué, qui n'est pas nécessairement facile, mais qui peut et qui requiert pas mal de théorie. La dernière, notre fameux système de Londres. Quel est le système de Londres? Je pense que vous en avez déjà tous entendu parler, mais c'était évident que j'allais le mettre dans ce tier list-là. Qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est très simple. On a notre pion en D4. On a le pion en D4 ici. On a notre fou en F4. Qu'est-ce qu'on fait? On développe nos pièces. On a notre cavalier on a le cavalier adverse qui vient là. On met notre pion en E3. On a l'adversaire qui va développer son cavalier. On a tous les coups sont jouables, peu importe l'ordre, en toute franchise dans le système de Londres. On a la fameuse pyramide du système de Londres. On a notre fou qui va venir se placer ici en D3. On a notre roc côté roi. On va aller prendre la colonne E. On va aller mettre notre cavalier ici en... attendez, je vais mettre le fou, notre cavalier en E5, etc., etc. Très, très, très thématique du système de Londres. Très solide. Peut être joué contre tout et n'importe quoi, entre guillemets, c'est-à-dire que cette fameuse pyramide-là de pions est très, très, très reconnue du système de Londres, évidemment avec notre cavalier ici en E5. Très solide, très fiable, peut vous permettre de grimper, à mon avis, beaucoup d'élos quand vous arrivez à un certain niveau de maîtrise du jeu complexe, du jeu global, évidemment. Mais je pense que pour cela, le système de Londres se mérite notre premier S, donc une ouverture qui est facile et fiable. Donc voilà pour les ouvertures blanches, on passe aux ouvertures noires.
Petite pause, les amis, avant de commencer la tier list des ouvertures pour les noirs. Si vous appréciez le contenu, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton en dessous de moi et également activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. C'est reparti! Alors, on repart, les amis, avec les ouvertures pour les noirs. Et là, ça va être le fun parce qu'on en a 5 et je pense que c'est des choix qui sont très intéressants pour vous. Donc, on va continuer et on va y aller avec l'ouverture slave. Qu'est-ce que l'ouverture slave? En fait, c'est une réponse à D4. Donc, comme je vous disais, il y a des ouvertures qui sont des réponses à E4 et des ouvertures qui sont des réponses à D4. Pourquoi j'ai sélectionné que du D4 et du E4, ou du moins des réponses? C'est 90-95% des ouvertures aux échecs se font avec ces deux premiers pions-là. Je ne voulais pas aller dans toutes les alternatives possibles, donc j'y suis allé très simplement. Qu'est-ce que la slave? C'est très simple. La slave, c'est une réponse directe à D4 pour aller directement en D5. Par la suite, qu'est-ce que c'est? C'est une ouverture qui est souvent qu'on répond face au gambit-dame ou, comme on expliquait tout à l'heure, à l'ouverture catalane. Qu'est-ce qu'on fait avec la slave? On emmène notre pion ici, dans le fond, en C6. Qu'est-ce que ça permet et qu'est-ce que j'aime avec cette ouverture-là et pourquoi je vous la présente? C'est qu'on voit ici, dans le fond, le début de la pyramide du style système de Londres pour les Blancs. Donc, c'est ce qui est intéressant avec cette ouverture, je crois, pour les débutants, c'est que vous pouvez jouer des coups relativement simples qui sont très facilement reconnaissables et qui ressemblent beaucoup au système de Londres. C'est-à-dire là, vous avez vu, j'ai mis mon fou en F5. On va dire que les Blancs vont développer de manière très régulière. Je viens de créer ma pyramide ici, comme on peut voir avec le système de Londres, donc très traditionnel, avec mon fou qui est à l'extérieur de ma pyramide ici de pion, donc qui est beaucoup plus active ici, qui est beaucoup plus actif à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer le développement de manière très simple, du style système de Londres, avec un pion qui est juste, avec un pion, pardon, avec un fou qui est juste ici, dans la pyramide des pions, notre fou de case foncé. On va tranquillement développer nos pièces pour venir rocker notre roi, développer le cavalier. Vraiment, c'est reconnu la slave comme étant le système de Londres des Noirs. Évidemment, c'est un peu plus complexe parce que dépendamment de l'ouverture, si c'est pas nécessairement un gambit-dame, mais si c'est peut-être plus une catalane ou un système de Londres contre lequel vous jouez, ou même une Jobava, qui sont les ouvertures des 4 qu'on a pu voir, c'est peut-être pas la réponse idéale, mais en même temps, ce qui joue bien, c'est que c'est un peu la même chose, c'est des coups qui sont semblables et qui se retrouvent à être facilement jouables. C'est pour cela que la slave, on peut la mettre soit en S comme facile et fiable, étant un peu un système de Londres pour les noirs, ou en un bon pour progresser. On va y aller avec un S, comme ça on aura une ouverture blanche et une ouverture noire. Deuxième, la carocane. Alors la carocane, c'est mon ouverture préférée, très 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 populaire. Si vous connaissez bien les créateurs de contenu échecs, c'est l'ouverture préférée de Gotham Chess, évidemment, le plus grand créateur de contenu au niveau des échecs. Qu'est-ce que c'est la carocane? C'est une ouverture c'est une réponse dans le fond à E4. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient faire C6 pour venir pousser ici en D5, donc préparer tout simplement une poussée centrale au pion ici. Qu'est-ce qui est intéressant avec la carocane, c'est qu'il y a plusieurs lignes. Donc ici, il y a des lignes qui sont classiques avec les deux cavaliers ou une ligne d'échange. Donc c'est-à-dire que si notre pion échange ici, donc par exemple, il mange, je mange et je viens développer mes pièces d'une certaine manière, on va dire que pour pas développer le fou, mais développer le cavalier, on vient mettre notre cavalier ici en C6, etc. C'est une ouverture qui est quand même complexe et simple en même temps. Dans une certaine mesure, c'est ce que j'aime avec cette ouverture, c'est-à-dire qu'il y a des lignes qui sont quand même simples à apprendre, autant au niveau de la classique que de la variation échange ou de la variation d'avance. Dites-moi si vous voulez d'ailleurs un détail par rapport à toutes ces variations-là. Et personnellement, pour l'avoir joué énormément, je la joue encore beaucoup avec les noirs. Je trouve que c'est quand même une ouverture qui est assez simple à jouer et on vient souvent piner ici, d'ailleurs, le cavalier avec notre fou en G4. C'est une ouverture qui est beaucoup jouée par Alex Banzea aussi, donc il y a beaucoup de vidéos qui expliquent dans le fond les lignes principales. C'est ce qui m'a permis d'apprécier cette ouverture-là. Et je trouve qu'elle est quand même assez simple à assimiler et elle est très bien aussi pour progresser. Vous me voyez venir, un bon choix pour progresser, la carocane. Donc, on va venir la mettre ici en A, étant un bon choix pour progresser. Hop, on remet ça à 0. On a la King's Indian. Qu'est-ce que la King's Indian? C'est une réponse à D4. Qu'est-ce qu'on a D4? On a
le pion de la reine, King's Indian. Qu'est-ce qu'on vient faire? Oh, c'est pas le pion, c'est le cavalier. On vient mettre le cavalier en F6 ici. Pourquoi? On va dire que notre adversaire joue le système de Londres. C'est des choses que vous allez voir quand même de manière assez régulière. Système de Londres versus King's Indian, ça se joue énormément. Et c'est parce que c'est des ouvertures assez courantes ici. Donc, par exemple, on continue le développement très, 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 très classique. Qu'est-ce que vient faire la King's Indian et où c'est intéressant? C'est qu'on a notre fou en fianchetto ici, dans le fond, sur la diagonale, qui est un peu en laser. Donc, ça, c'est ce que j'aime beaucoup de cette ouverture. Et on a un développement quand même relativement rapide. Vous avez vu, j'ai bougé mon fou, bougé mon cavalier. On va rocker au prochain coup. On a des pièces qui sont déjà pas mal actives. Et la théorie, ou du moins l'objectif derrière la King's Indian, c'est cette fameuse colonne E ici. Donc, quand on va venir breaker la colonne E, à quel moment on va supporter notre pion pour venir un peu ouvrir les différentes lignes. Il y a plein d'éléments là avec les différents cavaliers. On peut monter notre pion ici en D6 pour ramener notre cavalier en D7 derrière celui-ci, disons notre adversaire rock. Et comme je vous dis, il y a plein de lignes. Là, notre tour qui vient prendre la colonne E, justement. On a un fou qui peut venir souvent piner le cavalier qui est sur les cases blanches et tout ça. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même une ouverture qui est intéressante et complexe en même temps parce qu'il faut gérer les tempos, gérer le fianchetto, gérer le fait qu'on va venir préparer la poussée au niveau de la colonne E. Mais ça reste une ouverture, je pense, qui est quand même assez intéressante pour une réponse à du D4. Pour cela, je pense que celle-ci, ça va être notre première B. Je vais la mettre en bonne, mais qui va demander quand même plus de théorie. Ça peut devenir complexe. Comme vous pouvez voir, on a des cavaliers qui peuvent aller se déplacer un peu partout. On a notre fou en fianchetto. Donc, on a pas mal de combinaisons intéressantes. Mais il y a quand même de la théorie à connaître et tout ça. Comme je vous dis, là, je ne suis pas un spécialiste de la théorie, loin de là. Mais ça peut être intéressant si c'est une ouverture que vous aimez. Il nous en reste deux. La sicilienne. La sicilienne qui est une de mes ouvertures préférées que je joue de plus en plus. Sicilienne qui est une réponse à E4. Qu'est-ce qu'on vient faire avec la sicilienne? C'est qu'on pousse C5 ici. Sicilienne est une ouverture extrêmement complexe et super le fun à jouer aussi en même temps. Pourquoi? Parce que l'objectif ici de notre pion en C5, c'est évidemment de venir contrôler la case D4 et d'échanger potentiellement un pion latéral par un pion central ici. Donc évidemment, si on a une poussée qui se prépare, ça c'est au noir de jouer. Si on a une poussée qui se prépare, on a le pion qui peut venir manger ici, évidemment, en D4. Donc, on vient d'échanger un pion qui était sur une colonne C pour un pion d'une colonne D. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a le fameux dragon sicilien. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder ça, mais moi, c'est une des ouvertures que j'ai beaucoup appréciées. Dans le fond, le dragon sicilien, là, j'ai joué le G6, mais d'habitude, c'est le D6 en premier, pour venir, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, mettre notre fou en fianchetto ici aussi, notre cavalier. Pourquoi ça s'appelle la dragon sicilienne? Je ne vous dis pas pourquoi, mais je vous donne un petit indice. Ça a rapport avec le ciel et ça a rapport avec cette structure de pion très particulière ici. C'est de là que tire son nom, la dragon sicilienne. Évidemment, il y a plein de lignes différentes que je ne connais pas nécessairement, mais qui sont extrêmement intéressantes. On a également une sicilienne assez classique avec notre cavalier ici qui va aller en C6 ici. Donc, tout en développant un peu la même chose, on va chercher le fianchetto. C'est toujours un peu la même chose au niveau de la sicilienne, c'est d'aller chercher ce fou en fianchetto. Il y a beaucoup de thématiques de sacrifice avec la sicilienne aussi, notamment si l'adversaire va rocker côté reine. Il y a plein de belles choses à ce niveau-là qui sont super intéressantes. Beaucoup de théories et c'est super intéressant. Donc, la sicilienne, comme je disais, je irais la mettre avec la catalane et l'italienne. On est dans du niveau de complexité relativement intense. La sicilienne, ça crée aussi des faiblesses potentielles. Donc, si vous ne voyez pas venir les menaces, ça peut devenir relativement dangereux rapidement. C'est pour ça que je la mets aussi en complexe, voire risqué, notamment dans un contexte où vous commencez peut-être les échecs. Finalement, on termine par la française, l'ouverture française. Qu'est-ce que c'est? L'ouverture française, c'est une réponse, encore une fois, ici à E4.
Donc, qu'est-ce qu'on vient faire avec la française? C'est qu'on vient jouer le pion E6. Donc, à contrario de la carocane où on joue le C6 pour faire la poussée des 5, là, on vient jouer le E6. Vous allez me dire, c'est quoi la différence? La différence, dans le fond, c'est que on a une structure qui va être plus fermée pour notre fou ici. Donc, on parle souvent de mauvais fou dans la française, qui est notre fou de case C, qui peut être bloqué par notre pion, notamment si notre adversaire joue une variante ou il avance son pion ou quoi que ce soit. Des fois, la française est reconnue comme étant un peu plate, comme on dit en bon québécois, c'est-à-dire que ça peut souvent être les mêmes coups qui peuvent se jouer, là, c'est-à-dire que, disons, j'ai un échange ici, hop, il me mange, je le mange, il a développé son cavalier, hop, il développe son cavalier, je développe mon cavalier pour me protéger, il peut faire certains checks, mais pas nécessairement dangereux, on va développer des fous, donc ça peut être symétrique des fois aussi au niveau de la française, ce qui peut entraîner le fait qu'il y a des variations peut-être un petit peu plus monotones, si je peux dire. Ça requiert quand même je dirais, au même niveau que la carocane, assez de théorie, dans une certaine mesure. C'est pas une ouverture que j'ai joué énormément, mais je la joue de plus en plus dernièrement. Je trouve ça intéressant, mais en même temps, le roi est un petit peu plus exposé, comme vous pouvez voir, que dans la carocane. Sachant que la carocane, ce qu'on veut, c'est sortir notre fou. Sortir notre fou ici, notre fou de case blanche, pour habituellement l'amener en G4. Et on a notre pion qui vient couvrir la case E6, ce qui n'est pas le cas ici, car c'est un des premiers coups, le premier coup qu'on joue dans le fond. Et quand il y a une variante d'échange, comme vous pouvez voir, on peut se faire remanger. C'est pour ça que pour finir cette tier list, je vais mettre la française au même niveau que la carocane, ou même un petit peu... Ouais, on peut la mettre à un bon choix pour progresser, c'est-à-dire que c'est un concept relativement simple, mais il y a certains éléments qui sont là à apprendre un peu plus de manière théorique. Donc, voici la tier list finale, les amis. Donc, au niveau de la S tier, que moi, personnellement, évidemment, de mon côté, de manière très subjective, je considère le système de Londres et la Slave comme des ouvertures pour les débutants de manière relativement facile et fiable. Des bons choix pour progresser sont le Gambit Dame, le Jobava London, la Carocane et la Française éventuellement. Donc là, on a 2 blanches et 2 ouvertures avec les noirs. Une bonne, mais qui demande plus de théorie, on a la King's Indian, qui est quand même une bonne ouverture, mais comme son nom l'indique, va requérir un petit peu plus de théorie. Des complexes, mais quand même risqués, italienne, sicilienne, tombent clairement là-dedans. Ces 2 ouvertures-là sont quand même relativement complexes à maîtriser. La catalane, je dirais peut-être un petit peu plus simple. La catalane naviguerait entre la B et la C, donc au même titre que la King's Indian. Mais ça reste que il y a beaucoup de théories au niveau de la catalane, sachant qu'on cherche un plan un peu plus long terme. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas si vous avez des commentaires et n'hésitez pas également à vous abonner. Je vous dis à très bientôt, les fous d'échecs. Allez, bye bye!